Sénatrice Bernard. Merci, Monsieur le Président. Bonjour, chers collègues. Je me lève aujourd'hui pour parler en faveur de l'amendement. Je vais être assez brève parce que je n'ai pas j'ai un discours préparé comme celui de la sénatrice Ringuette autrefois, mais je l'ai trouvé très convaincante. D'abord, je voudrais dire que je comprends très bien l'objectif du projet de loi S-236 et je comprends également pourquoi plusieurs sénateurs l'ont appuyé. L'existence de 2 régions pour l'île du Prince-Édouard est une anomalie qui date de 2014. Avant 2014, il n'y avait qu'une seule région pour cette province. Et dans le contexte des travaux entourant l'étude de ce projet de loi, plusieurs ont dit que la création de ces 2 régions résulte de démarches qui avaient été entretenues, des démarches par certaines personnes dans l'autre chambre. Et c'est comme ça qu'on a adopté, on a divisé l'île du Prince-Édouard en 2 régions. Et plusieurs ont souligné cette anomalie. Et il semblerait qu'en même temps que ça, selon le commissaire des travailleurs, qu'il y a eu encore 4 régions qui auraient été créées à ce moment-là, et d'une manière assez spontanée et d'une manière assez arbitraire. Alors, je comprends que plusieurs sénateurs souhaitent mettre fin à cette double région. Et pourquoi? Parce que ça crée toutes sortes d'incongruités, des iniquités. Et comme vous le savez, comme un chômeur reçoit des prestations en fonction de son lieu de résidence, 2 chômeurs de la même entreprise, mais résidant dans l'une ou l'autre des régions, pourraient avoir droit à des montants différents et pour des semaines différentes. Alors, il y a matière à réflexion et matière à vouloir changer les choses. Toutefois, je suis plutôt d'accord avec ce que la sénatrice Simon a dit en comité et que ce n'est pas vraiment le rôle du Sénat que de faire de la microgestion. Parce qu'en quelque part, ça demeure de la microgestion que d'aller amender l'annexe de la loi d'assurance-emploi. Et ce n'est pas à nous de le faire. On peut souligner des anomalies, mais ce n'est pas à nous de le faire. C'est vraiment au gouvernement à faire ces changements-là. Je suis également très sensible aux propos de la sénatrice Ringuette qui a éloquemment affirmé, suite au rapport du directeur du bureau parlementaire, qui a affirmé que celui-ci a calculé que de fusionner les 2 régions entraînait une perte de 76,6 millions de dollars entre l'année 2021 et 22 et 2025-26. C'est quand même beaucoup d'argent que les gens de l'île du Prince-Édouard ne recevraient pas, selon le bureau du directeur du Parlement du budget. Donc, je suis sensible à cet argument. Et troisièmement, le gouvernement veut faire une réforme de l'assurance-emploi. Elle est en cours et cette réforme devrait être substantielle. Et ce serait à ce moment, je pense, la bonne manière de corriger l'anomalie et de revoir la complexité du régime actuel. Car il ne faut pas se mettre la tête dans le sable. Le régime actuel de l'assurance-emploi est d'une complexité inouïe. Il y a 66 régions au Canada et selon la région où on est et le taux de chômage qui est associé, chaque personne a des semaines différentes pour devenir admissible. Et une fois admissible, la durée des prestations est également différente. Il y a des tableaux qui contiennent 29 lignes par 11 colonnes. Ça fait plus de 400 cases possibles pour un Canadien en matière d'assurance-emploi. Donc, c'est à corriger. À mon avis, je ne connais aucun pays qui fait de la région un critère d'admissibilité. Et il y a, dans certains pays, on va avoir l'âge, on va avoir le revenu, mais jamais la région comme critère d'admissibilité aux prestations d'assurance-emploi.
En fait, ce qu'il faut se rappeler, c'est que tout le régime que l'on a actuellement est issu d'une réforme qui a eu lieu en 1996, la réforme Exworthy, qui avait donné des plus et des moins. Et à cette époque, ce qu'il faut dire, c'est que l'assurance-emploi visait principalement à gérer le chômage. On était à une période dans les années 90, et je le rappelle parce que c'est important de le rappeler, à cette époque, la politique monétaire avait un impact immense sur le taux d'activité au Canada. La politique monétaire, qui marchait comme aujourd'hui avec des ententes, visait une fourchette de taux d'intérêt, mais sa cible à l'époque, la cible de la politique monétaire, était le taux de chômage naturel. On avait tellement peur de l'inflation et des anticipations inflationnistes qu'à la banque, le radar, c'était le taux de chômage non accélérationniste de l'inflation et qui était évalué à 8 % pour le Canada dans son ensemble. C'était le taux à partir duquel les taux d'intérêt augmentaient. Quand le taux s'approchait du taux naturel, donc de 8 %, la Banque du Canada resserrait sa politique monétaire. Et rappelez-vous, les taux d'hypothécaires à ce moment-là étaient très élevés. Alors, quand on a un taux de chômage de 8 %, c'est celui qu'on vise, imaginez le taux de chômage dans certaines régions. Il devient très élevé dans les maritimes, il peut être plus faible ailleurs, et on avait des disparités, et on a toujours des disparités régionales très importantes. Aujourd'hui, donc, la problématique est différente pour plusieurs raisons, dont le vieillissement de la population, qui est inéluctable. Même si on a une récession actuellement, on va avoir une augmentation du taux de chômage, mais il va être probablement plus faible qu'il l'aurait été dans le passé en raison du vieillissement de la population. Et donc, une récession va amener des retraites plus rapides. Et puis, le taux de chômage, au total, va augmenter, mais il n'augmentera pas aussi fort qu'il augmentait dans le passé. Aujourd'hui, avec les changements technologiques aussi qui sont rapides, où les gens changent d'emploi souvent, et je le répète, le vieillissement de la population, nous vivons une époque, une ère de pénurie de main-d'œuvre. Et à cet effet, l'assurance-emploi devrait être réformée pour également faire face à ces problèmes de pénurie de main-d'œuvre. Donc, j'inviterai le comité qui se penche, si l'amendement est accepté, le comité va revoir donc le projet de loi S-236. Je l'inviterai donc à le revoir également à la lumière de la prochaine réforme et de ce que le comité pourrait suggérer en plus au niveau de la réforme de l'assurance-emploi. Merci. C'est ce que j'avais à dire. Merci. Senator Patterson, did you wish... Sénateur Patterson, avez-vous une question? Oui, Monsieur le Président. Sénatrice Bellemare. Absolument, sénateur. Senator Patterson. Sénateur Patterson. Sénatrice Bellemare, depuis 2014, la Chambre des communes et ses comités ont recommandé de revenir à une zone de l'assurance-emploi pour l'île du Prince-Édouard. Vous avez parlé d'une réforme du système d'assurance chômage. Pour respecter les résidents de l'île du Prince-Édouard, il ne faut pas se confondre leurs enjeux avec la réforme plus large de l'assurance-emploi. Le Sénat ne doit-il pas travailler au nom des régions et traiter des questions d'intérêt régional d'abord? Sénatrice Bellemare. J'en conviens, sénateur Patterson, mais à la lumière du rapport du directeur du budget qui nous... Donc, est-ce que la traduction est revenue? Oui. Oui. À la lumière, donc, je disais, du rapport du directeur parlementaire du budget qui calcule que l'île du Prince-Édouard, suite à la fusion, verra l'ensemble des prestations diminuer. Donc, l'impact serait
avec l'effet multiplicateur dans la région, là, c'est pas très utile à promouvoir la croissance. Donc, dans le contexte actuel, on peut bien attendre. Voilà ma réponse. Senator Patterson. Merci pour votre réponse, sénatrice Bellemare. Je ne suis pas certain de la véracité des statistiques du DPB. En 2021, le 8e rapport sur la pauvreté des enfants à l'île du Prince-Édouard indiquait que la circonscription de Charlottetown, qui est plus petite que la zone de l'assurance-emploi, a le plus haut taux de pauvreté des enfants, 25 %, et le plus haut taux de pauvreté des gens qui travaillent, 24,5 % à l'île du Prince-Édouard, par rapport à Edmond, qui est dans la zone de l'île du Prince-Édouard, à 19,4 % de pauvreté des enfants, et les personnes qui travaillent ont une taux de pauvreté de 14 %. Il faut s'assurer que les pauvres de Charlottetown aient accès à l'assurance-emploi selon des heures de travail réduites. Il faut mettre fin à la division des deux zones à l'île du Prince-Édouard pour mettre fin à ce problème qui existe parmi les personnes qui reçoivent de l'assurance-emploi. Dans ce rapport de 2021 sur la pauvreté à l'île du Prince-Édouard, à la lumière de celui-ci, ne croyez-vous pas que, comme les taux de pauvreté les plus élevés sont dans la zone de Charlottetown, on devrait donc réformer cette loi? Il faut écouter les experts. Sénateur Patterson, comme, je savais qu'il y avait une question qui s'en venait de vous sur les taux de pauvreté. Je n'ai pas eu le temps de l'étudier en détail, mais ce n'est pas à moi l'étudier. C'est justement pour cela qu'il y a un amendement où le rapport du PBO pourra être revu et où vous pourrez regarder amplement cette problématique de pauvreté et vous poser la question si elle est vraiment liée au nombre de semaines de prestations et à la durée. Ce qu'on sait, par ailleurs, c'est que les taux de chômage changent. Et en septembre 2022, le taux de chômage de l'île du Prince-Édouard au total est de 8,3 %, alors qu'il est dans la région de Charlottetown de 7,3 % et à l'île du Prince-Édouard de 8,7 %. Donc, en mettant le taux de chômage à 8,3 %, c'est quand même une petite amélioration et je ne suis vraiment pas certaine que la différence de taux entre 7,3, 8,3 et 8,7 est vraiment significative. Mais ce sera à vous d'en juger et de nous rapporter tout cela après vos travaux en comité. Merci. Senator Omidvar. Sénatrice Omidvar. J'aimerais poser une question à la sénatrice Bellemare, si elle accepte. Merci, Madame la sénatrice. Votre intérêt à l'égard de la réforme proposée pour l'île du Prince-Édouard est connu de tous. J'ai été frappée par l'intervention de la sénatrice Ringuette et ses conversations avec les deux commissaires de l'île du Prince-Édouard qui n'ont pas été tout à fait exhaustifs, peut-être parce que la question ne leur a pas été posée directement. Donc, il y a un projet de loi et on propose de créer un conseil consultatif pour la commission de l'assurance-emploi. Est-ce que vous croyez que s'il y avait eu un tel comité consultatif, cela aurait permis au commissaire de répondre aux questions de façon plus exhaustive? Sénatrice Omidvar, en fait, le comité aviseur que je propose est un comité qui, justement, vise à aider la commission actuelle à faire son travail, donc à commenter, à réfléchir, à proposer, à recevoir cette commission aurait également un mandat d'initiative.
Donc, elle pourrait recevoir des demandes de l'extérieur, de faire ses propres analyses et de les amener auprès des commissaires. Dans mon projet de loi, les commissaires seraient partie prenante également de ce comité aviseur, de cette commission élargie, si on veut. Et le but de ça, c'est de permettre justement d'avoir un regard et de développer des solutions communes pour un problème qui est identifié. Alors, on pourra, j'espère, en discuter librement davantage quand, chers collègues, vous participerez au débat de mon projet de loi, je l'espère bien.